J'ai 83 ans et je vais vous dire quelque chose que j'ai appris trop tard et que j'ai appris d'une façon qui me rend encore malade si j'y pense trop longtemps. Vous échangez votre vie contre quelque chose, peut-être de l'argent, peut-être de l'approbation, peut-être l'illusion d'être utile, et le taux de change est un mensonge. Et regardez, je ne dis pas que l'argent n'a pas d'importance. Je suis une veuve qui vit seule. Je paie mes propres factures. Je sais exactement ce que ça fait de regarder un devis de réparation et de penser « ça va faire mal ». Je sais ce que ça fait d'acheter l'option moins chère en espérant qu'elle tienne. Je sais ce que ça fait de s'inquiéter des frais médicaux et des ordonnances. Alors je ne suis pas là pour vous faire un joli discours sur le fait que l'amour suffit. L'argent a de l'importance. Mais je dois vous faire comprendre quelque chose avant de continuer. Il y a un point, plutôt que vous ne le pensez, où courir après plus ne vous protège pas. Ça vous isole, ça vous distrait, ça laisse la vraie vie que vous vouliez vivre vous glisser entre les doigts, et vous ne le remarquez même pas jusqu'à ce que vous soyez assez vieux pour que le temps semble dévaler une pente. Je n'ai pas passé 47 ans comme infirmière, comme la femme dans cette transcription, mais j'ai passé toute une vie à regarder des gens faire le même marché. Je l'ai vu dans ma propre famille, je l'ai vu dans mon mariage, je l'ai vu dans la vie de mes enfants, et je l'ai vu en moi-même quand j'étais tellement occupée à tenir la baraque que je ne voyais pas ce que je perdais. Alors je vais vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai fait et ce que ça a coûté. Je vais commencer par une femme que je connaissais à l'église il y a des années. Je vais l'appeler Éléonore parce que c'est assez proche et parce que je ne veux pas traîner son vrai nom sur Internet. Elle n'était pas célèbre, elle n'habitait pas dans les beaux quartiers, mais elle avait ce que les gens appellent une belle vie. Grande maison, un homme qui portait de beaux costumes, des vacances, un jardin qui ressemblait toujours à un magazine. Je l'enviais, je n'en suis pas fière, mais c'était le cas. Je me souviens d'être debout à côté d'elle lors d'un repas partagé, tenant une assiette en carton avec du jambon, et elle m'a dit, très calmement, « Je ne cuisine jamais, je n'ai pas le temps pour ça », comme si c'était une médaille. Faites attention à ce détail, car il aura de l'importance plus tard. Quand elle l'a dit, elle n'avait pas l'air heureuse. Elle avait l'air tendue, comme si elle se préparait à quelque chose. Des années plus tard, quand elle est tombée malade, des problèmes cardiaques, puis des complications, sa maison était toujours impeccable. Le jardin était toujours parfait. Mais ses enfants ne venaient pas beaucoup. L'un vivait dans une autre région. L'un était toujours occupé. L'un venait juste assez longtemps pour cocher une case et repartir. Je lui ai rendu visite 2 fois. Je me tenais au pied de son lit et je la regardais fixer le plafond, les yeux au-delà de moi, sur le ventilateur qui tournait lentement. Elle ne pleurait pas à cause de la mort. Elle pleurait parce qu'elle était seule dans une maison qu'elle avait travaillé toute sa vie à mériter. Et je me souviens qu'elle disait « Je leur ai tout donné, je ne comprends pas ». Et c'est là que l'histoire devient lourde, parce que je comprenais. J'avais 5 enfants. Je sais ce que ça signifie de penser qu'on fait tout pour eux. Je sais ce que ça signifie de s'user jusqu'à la corde et d'appeler ça de l'amour. Quand Vincent et moi élevions nos enfants, nous courions toujours après quelque chose. La stabilité, la sécurité, une meilleure voiture, un meilleur quartier, plus d'économie. Nous n'étions pas cupides, nous avions peur. Nous avons grandi avec des parents qui ne se sentaient pas toujours en sécurité financièrement et nous avons absorbé cette peur comme si c'était une recette de famille. Alors nous travaillions. Vincent travaillait dur, je travaillais dur. Nous étions fatigués. Nous étions fiers de payer les factures. Nous étions fiers de ne demander d'aide à personne. Et nous avons raté des choses. Pas les grandes choses généralement. Nous avons assisté aux remises de diplômes. Nous avons assisté au mariage.
mais nous avons raté les petits moments quotidiens où la proximité se construit. Les conversations décontractées au comptoir de la cuisine, les dîners sans hâte, les soirées sur le canapé où l'on écoute vraiment au lieu d'écouter à moitié tout en planifiant le lendemain. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que les enfants ne se lient pas à vos sacrifices comme vous le pensez. Ils se lient à votre présence. Ils se lient à votre attention. Ils se lient au fait que vous semblez émotionnellement disponible, pas au fait que vous ayez acheté les chaussures les plus chères. Je ne dis pas que mes enfants ne m'aiment pas, ils m'aiment à leur façon. Mais je dis ceci, si vous passez des décennies à prouver votre amour par le travail, ne soyez pas choqués quand votre famille apprend à vivre sans vous. Maintenant, laissez-moi vous parler de la deuxième personne, parce qu'une seule histoire ne suffit pas à faire passer le message. La deuxième personne, c'est Vincent. Vincent n'était pas un homme de la finance. Il était stable. Il était fier. Il était le genre de mari qui réparerait une charnière d'armoire à minuit si ça me dérangeait. Il ne parlait pas de ses sentiments toute la journée, mais il montrait son amour par des actes. Quand les enfants étaient petits, il rentrait épuisé, j'étais dans la cuisine, et nous faisions ce que font les gens mariés, parler de logistique comme si c'était une conversation. Qui a besoin de quoi demain? Tu as signé le formulaire? On n'a plus de lait. Nous gérions une petite entreprise appelée Survie. Puis les enfants ont grandi et je me suis dit, maintenant on va avoir du temps. Maintenant on va souffler. Maintenant on va voyager. Maintenant on va s'attarder à table. On l'a fait, un peu. On a eu de bonnes années. Mais la fenêtre n'était pas aussi grande que je le supposais. Vincent a vieilli. Ses genoux le gênaient. Il ralentissait. Il devenait plus silencieux. Je ne l'ai pas remarqué au début parce que j'étais encore occupée. L'agitation est une drogue. Elle vous empêche de ressentir ce que vous ne voulez pas ressentir. Puis il est mort, et soudain j'avais tout le temps du monde et personne avec qui le partager. Les gens pensent que le regret porte sur les grands rêves, l'Italie, les croisières, les voyages extraordinaires. Honnêtement, ce n'est pas ça. Le regret, c'est les mardis soirs que j'ai passés à m'occuper du linge pendant qu'il était assis dans son fauteuil, voulant parler. Les fois où il disait « Tu veux faire une promenade ?» et où je répondais « Pas maintenant, je suis en train de faire quelque chose. » Je m'entends encore dire « Pas maintenant. » Et voici la partie cruelle. Je n'étais pas en train de faire quelque chose d'important. J'étais en train de suivre des habitudes. Maintenant, la troisième personne dont je veux vous parler est quelqu'un qui a fait les choses différemment. Parce que je ne veux pas vous laisser seulement avec des avertissements. Je veux que vous voyiez ce qui est possible. Je connaissais un couple qui s'appelait Marguerite et Tom. Pas riches, à l'aise, une maison modeste, une vie qui semblait ordinaire de l'extérieur. Le genre de gens qui apportaient une cocotte quand quelqu'un avait un bébé. Le genre de gens qui se souvenaient des anniversaires. Le genre de gens dont la maison semblait toujours habitée. Marguerite m'a dit un jour « On a décidé tôt qu'on n'allait pas construire une vie dont on aurait besoin de s'échapper. » Cette phrase est restée. Elle est restée parce qu'elle semblait être un luxe. Mais ce n'en était pas un, c'était un choix. Ils ont refusé certaines opportunités. Ils n'ont pas tout amélioré. Ils n'ont pas couru après chaque dernier centime. Ils dînaient ensemble. Ils allaient au spectacle scolaire. Ils se montraient pour les petites choses. Quand Tom est tombé malade plus tard, cette maison s'est remplie. Des gens sont venus. Leurs enfants adultes sont venus. Leurs petits-enfants sont venus. Pas par culpabilité, parce qu'ils le voulaient. Et je me souviens d'être debout dans le salon de Marguerite, un après-midi après la mort de Tom, regardant des gens faire la vaisselle et plier les chaises et parler doucement. Et j'ai pensé, c'est ce que l'argent ne peut pas acheter. C'est ce qu'on gagne avec la présence.
Maintenant je vais revenir à moi, parce que je vous ai promis une confession, et je vais vous la donner franchement. Après la mort de Vincent, j'ai eu peur. Pas seulement de la tristesse, peur. J'avais peur d'être seule, j'avais peur d'être oubliée, j'avais peur que mon corps me lâche, j'avais peur d'avoir besoin d'aide et de ne pas l'obtenir. Alors, j'ai fait ce que beaucoup de femmes âgées font. Je me suis accrochée. J'appelais mes enfants trop souvent. J'essayais de rester impliquée dans chaque décision. J'offrais des conseils qu'on ne me demandait pas. J'essayais d'être nécessaire, parce que je pensais qu'être nécessaire était la même chose qu'être aimé. Honnêtement, c'était l'une de mes plus grandes erreurs. Et puis est venue ma chute. Je suis tombée dans mon salon et je n'ai pas pu me relever. Je suis restée allongée sur le sol pendant 11 heures. Je ne pouvais pas atteindre mon téléphone. Je l'ai entendu sonner à un moment et s'arrêter. Et je me souviens d'avoir pensé, si c'était l'un de mes enfants, il va supposer que je vais bien parce que je n'ai pas répondu. Il va penser, maman doit faire une sieste. Il va penser, elle n'a probablement pas ses appareils auditifs. Il va penser 1000 choses innocentes pendant que je suis allongée là. Je me suis urinée dessus. J'avais honte. Je me sentais comme un fardeau. Je me sentais comme si je disparaissais dans ma propre maison. Quand ils m'ont finalement trouvée et que la poussière est retombée, mes enfants n'ont pas répondu avec tendresse comme je l'imaginais dans ma tête. Ils ont répondu avec stratégie, avec contrôle, avec de la peur habillée en logique. Ils ont dit « Meadowbrook ». Ils ont dit « juste pour 30 jours ». Ils ont dit « Maman, ne rends pas ça difficile ». Et j'y suis allée, parce que j'étais épuisée, parce que j'étais meurtrie, parce que je n'avais pas la force de me battre à ce moment-là. À Meadowbrook, j'ai appris quelque chose qui me dessèche encore la bouche quand je le dis. Les institutions ne font pas commerce d'amour. Elles font commerce de planning. Et si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez dans une vie qui semble sûre sur le papier et qui ressemble à mourir lentement. J'ai regardé des gens attendre de l'aide comme s'ils attendaient la permission d'exister. J'ai regardé des plateaux être déposés comme à l'heure du repas dans un chenil. J'ai regardé une femme poser la même question 3 fois et se faire ignorer. Je me suis regardé commencer à me rétrécir pour ne pas être étiquetée difficile. Attendez, c'est encore pire. J'ai réalisé que mes enfants étaient soulagés. Ils dormaient mieux, ils appelaient moins souvent, ils se disaient que j'étais prise en charge. Et à ce moment-là, j'ai vu tout le marché clairement. Quand vous échangez votre vie contre quelque chose de mesurable, argent, contrôle, productivité, vous vous retrouvez avec une vie que les autres peuvent gérer. Vous vous retrouvez avec une vie qui semble bien de l'extérieur et qui se sent vide de l'intérieur. Alors je me suis battue pour rentrer chez moi. Et quand je suis rentrée, je n'ai pas seulement changé ma maison, j'ai changé ce que je valorisais. J'ai arrêté d'échanger ma paix contre l'approbation de mes enfants. J'ai arrêté d'échanger ma dignité contre leur confort. J'ai arrêté d'échanger mon attention contre le bruit constant du monde. J'ai commencé à rendre mes journées plus petites, mais plus réelles, plus miennes. Après cette chute, j'ai commencé à écrire des choses, juste pour moi. De petites règles que je me suis données pour que ça n'arrive plus. Quoi garder près du lit, comment aménager le salon, quoi dire quand mes enfants me faisaient pression. Je n'y attachais pas d'importance. C'est ma petite fille Claire qui a trouvé les notes des mois plus tard et m'a dit que d'autres femmes avaient besoin de lire ce que j'avais écrit. C'est elle qui l'a mise en ligne. Elle l'a appelé « le guide définitif de la liberté ». Je me sens encore étrange à ce sujet, honnêtement. Mais c'est une histoire pour la fin de cette vidéo. Voici la question que je veux vous poser, et je veux que vous y répondiez honnêtement dans votre tête. Quelle part de votre vie remettez-vous à plus tard? Combien de dîners avez-vous manqué parce que vous étiez
trop fatigué d'un travail qui ne vous aime pas en retour? Combien d'appels téléphoniques à quelqu'un qui vous tient à cœur avez-vous retardé parce que vous pensiez qu'il y aurait du temps plus tard? Combien de week-ends avez-vous passé à faire des choses qui semblent responsables pendant que votre vraie vie attendait dans la pièce d'à côté? Un jour est le mot le plus dangereux. Un jour, c'est la façon d'éviter de faire face au marché que vous êtes en train de conclure. Et je ne vous dis pas de quitter votre travail et de tout fuir, je vous dis d'être honnête. Je vous dis d'arrêter de prétendre que vous n'avez pas le choix juste parce que les choix sont difficiles. Parce que je peux vous dire quelque chose que je sais avec certitude. Quand on arrive à mon âge, personne ne regrette de ne pas avoir répondu à plus d'emails. Personne ne regrette de ne pas avoir impressionné plus d'étrangers. Personne ne regrette d'avoir passé plus de temps à prouver qu'il était productif. Les gens regrettent de ne pas avoir été là. Ils regrettent de ne pas s'être assis à table. Ils regrettent de ne pas avoir écouté. Ils regrettent de ne pas avoir appelé. Ils regrettent de ne pas avoir fait la promenade. Maintenant, je vais terminer avec la partie qui me met mal à l'aise, parce qu'elle est personnelle et qu'elle se passe en ce moment même. Mon fils David m'a encore appelé cette semaine et a dit « Maman, retire ce livre, ça fait honte à la famille, tu étales des affaires privées. » Et ma fille Linda a dit sa version à elle aussi. Et j'y ai pensé. J'ai pensé à le retirer parce que j'ai 83 ans et que je n'aime pas avoir l'impression de vendre quelque chose. Ça me fait me sentir exposée. Ça me fait avoir l'impression que les gens me jugent. Mais ensuite, je me souviens des femmes qui m'écrivent et disent « Je ne savais pas que je pouvais me battre pour rester chez moi. » Je me souviens des femmes qui disent « Mes enfants me font pression et j'avais l'impression de n'avoir aucune voix. » Je me souviens des femmes qui disent « Je suis tombée et je pensais que ma dignité était perdue pour toujours. » Alors voici ce que je vais dire, franchement, de tout mon cœur, même si ça m'embarrasse. Le lien vers le guide définitif de la liberté est dans le commentaire épinglé. Je pourrais le retirer bientôt, parce que je perds mon courage et parce que mon fils continue de me presser. Alors si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui vous a touché, cliquez dessus maintenant, n'attendez pas. Et si vous êtes encore là avec moi, laissez un like. Ça me dit de continuer à dire la vérité, même quand ma propre famille préférerait que je ne le fasse pas. Je lis chaque commentaire que vous laissez, chacun d'eux. Dites-moi contre quoi vous avez échangé votre vie. Dites-moi ce que vous voulez récupérer. Je suis là. Abonnez-vous si vous voulez continuer à parler. Chaque semaine, je m'assieds à cette table et je vous dis la vérité, parce que votre vie n'attend pas quelque part dans le futur. Elle se passe en ce moment même et vous méritez d'y être présent.